Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique dans les entreprises. On est présentement deuxième journée au Salon industriel de Québec. On a l'opportunité d'avoir avec nous M. Sylvain Lafond de Vokesso. Écoutez, on va parler là, d'intégration ERP. M. Lafond, ou Sylvain, maintenant je pense que je peux l'appeler Sylvain, a écrit un livre. Il nous explique pourquoi il a écrit un livre. On va parler d'histoire personnelle, les bons coups à faire, les moins bons coups, les choses à ne pas faire en intégration ERP. Puis on va parler aussi beaucoup de l'importance de la gestion du changement. Fait qu'un petit coup d'eau à mes amis qui sont dans ce domaine-là. On va prendre l'expérience de Sylvain, puis on parle un petit peu du futur, qu'est-ce qui s'en vient de nouveau dans le monde du logiciel ERP. Donc, manquez pas ça. Merci de te prêter au jeu, vraiment le fun. Je sais pas, Benoît, je pense qu'il y avait une discussion hier ensemble, les deux. Je vous laisserais peut-être, tu sais, toi, Ben, introduire, peut-être Sylvain. En fait, là, il y a des personnages qu'on croise dans l'industrie manufacturière qui sont assez pertinentes. Puis moi, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Successfully Implementing ERP. Ça a été écrit par Sylvain Lafond, un Québécois. Puis là, on a la chance aujourd'hui de l'avoir avec nous sur le podcast. Fait que Sylvain, je te laisserai te présenter peut-être un peu ton parcours. Pourquoi tu es... on le sait que tu es un intégrateur de système ERP, que tu as quand même une connaissance approfondie, puis on va rentrer là-dedans dans un deuxième temps. Mais j'aimerais ça peut-être que tu prennes le temps de te présenter pour la communauté qui peut-être qu'ils te connaissent, ça, peut-être pas, mais je serais curieux de t'entendre. Au-delà du livre un petit peu aussi, d'où tu viens, quel coup. On veut connaître Sylvain. Là. Ouais, exactement. Combien de temps ça dure un podcast habituellement? On essaie de le couper à 20 minutes, mais tout le temps on défonce quand Ben est là jusqu'à 40, mais on va faire des coupes. Je vais essayer d'abréger ce que j'ai dit. Tu pourras revenir si jamais quand on a... C'est ça pour la deuxième partie. Mais c'est le fun de connaître l'individu un peu aussi en partant. En fait, j'ai commencé au début de ma carrière, j'ai enseigné brièvement. J'avais un petit business à mon compte. J'ai travaillé comme employé pas trop longtemps. J'ai fait 1 an et demi à Herzing Institute. OK. Puis après ça, j'ai accepté un poste temporaire pour soutenir Pharmascience avec leur système ERP? Non, même pas. Même pas, OK. C'était du Clipper à l'époque. Puis parce qu'il y avait un plan d'implanter. Finalement, ils m'ont retenu, ils m'ont donné une permanence. On a implanté Ross ERP à l'époque. Après 3 ans d'avoir un salaire et 3 jobs, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai eu un bref passage chez ISM Air Canada de 9 mois avant qu'on m'offre un poste de gestionnaire de projet. Okay. Quand j'ai rencontré ces gens-là, c'était Protec Chimie, qui sont aujourd'hui leaders mondiaux dans leur domaine. Je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'une équipe d'implantation, pas juste un chef de projet. Fait qu'avec un de mes buddies, puis on a trouvé un 3e gars, on a fait une petite équipe de 3, on les a implantés, puis après ça, le téléphone sonnait, c'était Y2K. OK. On était en 98. J'ai travaillé beaucoup en faisant du Ross comme ça, à travers le début des années 2000. Fait que tu étais reconnu avec Ross en partant, avec un autre intégrateur, quelqu'un fait un peu de prog ou support, puis l'autre analyste, c'est ça. mini SWAT team pour débuter une business. Exactement. Puis je faisais beaucoup de sous-traitance. J'en ai fait durant les années 2000 jusqu'à 2009 aux États-Unis avec eux. J'avais quelques clients locaux qu'on soutenait. Puis j'ai appris Navision en même temps à partir de 2001-2002. Je travaillais d'ailleurs avec Benoît Gagnon à l'époque. On a été partenaires. Ça me dit vraiment de quoi, ça, Benoît Gagnon? Groupe ERA. OK, ben c'est ça. Aujourd'hui, il dirige Groupe ERA. Oui. On a été partenaires d'affaires au début. OK. Mais en 2001, après le Y2K, il y a plus une scène. La mousse roulait. Ça, c'était la bulle des années 2000. C'était la folie furieuse. Après ça, les gens n'avaient plus d'argent à investir. Fait que je suis allé où j'avais des sous. Ça a été du Ross dans ces années-là, jusqu'au crash de 2009. OK. Fini un projet à Chicago, le téléphone ne sonne plus. Qu'est-ce que je fais? Je suis tanné de voyager, j'ai 3 enfants. Donc, je décide de revenir sur Nav, qui appartient à Microsoft à ce moment-là. Ils ont acheté en 2005, recertifié sur tous les modules, la programmation, etc. Là, combien d'employés à l'époque rendu là, à peu près? On était 2-3. OK, quand même, là, c'était des... Ouais. OK. Puis je cherchais à collaborer avec des partenaires locaux qui voulaient tous m'embaucher, mais qui ne voulaient pas vraiment travailler avec moi comme pigiste ou comme collaborateur. Mm-hmm. De fil en aiguille, ça m'a poussé à devenir partenaire en 2013. Donc, c'est notre 11e année comme partenaire revendeur Microsoft, on est VAR. Mm-hmm. Puis on a une compagnie sœur qui fait du CRM puis du HR. Puis là, tu vois, maintenant, on a une équipe de 15 environ, un petit peu plus de 50 clients. Puis mon rôle, c'est évidemment complètement transformé au fil du temps, là, d'un consultant techno-fonctionnel. Hands-on, directement sur le terrain, à comprendre le client, à former le client. Administrateur de base de données, etc. Il n'y a pas grand-chose que je ne faisais pas. Aujourd'hui,
Je fais de la prévente, du développement des affaires. J'essaie de soutenir l'équipe, un peu de comptabilité, un peu de mop de temps en temps quand il faut. Non, c'est passer l'appel l'hiver devant la porte quand il faut, si personne d'autre l'a fait aussi. Mais tu sais, c'est ça un peu une PME, hein, d'avoir 1001 chapeaux. Fait que tu sais, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est au fil du temps, avec le bon travail que vous avez fait, tu t'es fait pousser vers l'entrepreneuriat un peu. Si les gens voulaient t'apprendre comme employé, ils ne voulaient pas être pigiste, mais où tu le savais. Dans le fond, ma question, est-ce que tu l'as toujours su que tu allais te partir en affaires? Ou... Oui, pas mal. OK. Très tôt, j'ai travaillé comme étudiant pour un comptable. Puis là, je voyais les états financiers passer, les chiffres, tout ça. Puis, je trouvais ça trippant. Donc, j'ai commencé avec une petite business. Je vendais des PC, puis je faisais des petites formations, puis du petit développement sur mesure. J'ai enseigné au cégep l'éducation des adultes. J'ai enseigné à Ersing. Puis après ça, tu sais, par la force des choses, mon épouse à l'époque est enceinte. J'ai essayé de trouver quelque chose de plus stable. Mais ça n'a pas duré. Mes 9 mois chez ISM, j'étais à prévenir fou. Là. Je passais 30-40% du temps à attendre après l'autre en meeting. J'avais l'impression qu'il n'y a rien qui avançait. Moi, il fallait que ça bouge. Fait que je suis revenu vraiment full-time à temps plein en 98. On a pris un gamble, mais ce projet-là, chez Protect Chimie, a été le premier qui vous a relancé pour les autres après. Exact. J'aime ça. Pendant que je discutais avec toi hier, Sylvain, tu me disais que tu avais des clients un peu partout et tout. Ouais. Présentement, c'est-tu principalement manufacturier ou vous avez des clients dans différents secteurs d'activité? Ouais, bonne question. La moitié de nos clients sont des clients manufacturiers, mais on a quelques clients en service. On a des clients qui utilisent seulement les modules financiers, mais qu'on a intégrés avec d'autres plateformes verticales qui sont appropriées pour leur industrie. On a quelques distributeurs aussi. Même si on a une force dans le manufacturier, là, en raison de l'expérience acquise, il reste qu'on a... ce que j'aime dire souvent, c'est qu'on n'est pas des experts... comment je te dis? On ne sait pas tout, mais on est capable de tout comprendre. À moins peut-être que tu veux que j'envoie un vaisseau de la NASA dans l'espace. Ça, c'est Rémi Duquette qui fait ça. Oui, exactement. Ouais. Yann, on les connaît, ces gens-là. Mais c'est un peu ça. On est des experts BC, mais on est capable de comprendre. Vous êtes des curieux, puis vous êtes des gens d'affaires aussi. Analyse d'affaires, c'est important, intégrateur ERP, de tomber un peu en amour avec le problème du client, puis de le résoudre au travers de la solution que tu y implantes. C'est souvent une belle façon de le faire. À quel moment est-ce qu'un manufacturier devrait penser à toi, à Voquesso? Tu sais, qu'est-ce qui, des fois, est une étincelle qui fait, Colin, faudrait que j'appelle quelqu'un comme Sylvain, puis c'est à toi qui devrait penser certains modèles d'affaires, certains contextes d'entreprise. Quand est-ce qu'il faut que ça arrive, ça? En règle générale, ça va être une PME qui a un logiciel comptable qui a grossi organiquement depuis quelques années, mais qui a aussi un paquet de fichiers Excel à gauche, à droite. Besoin d'opérations gérées par des systèmes satellites en à côté. Ouais, un paquet de systèmes à gauche, à droite non plus, pas nécessairement connectés à leur solution comptable, puis là, qui en arrachent parce que tu n'as pas des bons chiffres, tu les as pas rapidement, il y a du dédoublement de données, puis la saisie, puis 3 puis 4 fois. Il y en a beaucoup qui connaissent ça, sont dépendants de Jean-Michel qui tombe malade, il n'est pas là, les chiffres sont pas mis à jour, le client pas content, whatever. Ouais. Puis, tu sais, de grâce, pensez au ERP avant de penser au reste. Parce que j'ai fait une conférence au Salon Connexion au mois de mai. Okay. J'ai expliqué aux gens, c'est mon opinion, mais le ERP, c'est ton back-office, c'est la fondation du reste de tes opérations. Fait que c'est le fun, le AI, le BI, puis le CRM, puis un paquet d'autres affaires, la planif visuelle, tout ça. Mais tu veux te mettre en place ton logiciel qui va soutenir tes opérations, qui va t'aider à optimiser tes processus. Là, tu mets ça en place solide, puis lui, il accumule du data. Puis après ça, tu peux connecter avec tes PLC. Après ça, tu peux avoir du BI avec des KPI. Puis là, tu greffes d'autres solutions complémentaires qui vont te donner une architecture applicative robuste au bout du compte. Mais tu es bien mieux de partir avec ton ERP tant qu'à moi. Tu sais. C'est ton opinion à toi. Tout à fait, mais, oui, je la respecte. Tout à fait, puis c'est correct, c'est important de se respecter, mais je dois dire qu'en conférence, souvent, j'ai entendu des spécialistes d'AI, puis qui disaient même, frein à plusieurs clients, implanter un minimum de RP, ayez une stratégie de collecte puis d'unification de données là, en place, puis après ça, on va les valoriser puis les amener ailleurs pour automatiser, pour prédire, ainsi de suite. Mais oui, il y a une fondation. Moi aussi, je crois, je suis le même preacher que toi un peu par rapport à ça. Fait que je vais rajouter une troisième opinion. Pour moi, il y a juste le modèle d'affaires qui sur la durabilité démontre un certain respect. Fait que, que tu aies le RP, pas de RP, quoi que ce soit, je veux dire, au bout de la ligne, je veux dire, celui qui a raison, c'est le modèle d'affaires qui survit à travers le temps. Oui. Mais c'est vrai qu'on entend ces deux opinions-là. Personnellement, je ne referais même pas mon opinion en ce moment parce que
Ça change, ça évolue tellement vite. Comment tu vas avoir des coûts de revient avec une plateforme sur mesure qui n'est pas stable comme un RP à base, qui a genre 20 ans de développement, d'expertise, qui a évolué, à un moment donné, qui ont jeté le nom, qui recommence. Fait que, personnellement, je suis quand même d'école de dire que ça te prend quand même un RP. Ça t'en prend un à quelque part. Pas choix. Comptable, un certain niveau de maturité ou de progression d'entreprise, c'est une réduction du risque souvent aussi. Tu ne crées aucune innovation à le développer sur mesure. Il n'y en a pas d'innovation. C'est un très, très gros défi. Tu réinventes le bouton à 4 trous, puis finalement, il y a déjà des systèmes qui sont matures. BC chez Microsoft, ça fait plus de 30 ans que ça existe. C'est solide là, comme solution. C'est pas une recette magique non plus. C'est du cas par cas. Il faut que tu analyses les besoins d'entreprise, où ils sont à ce moment-là. Puis ça peut faire du sens pour eux peut-être d'installer un CRM en premier. Mm-hmm. Mais quand tu ne sais pas c'est quoi ton ERP après, puis il faut que tu viennes l'intégrer, des fois tu peux avoir des enjeux. Alors que si tu as choisi ton ERP tôt dans ton processus, après avoir fait ton mapping business, ton business mapping, ton BPM idéalement, là tu vas être plus solide peut-être, puis tu vas être capable de, par exemple, avec BC, de savoir que tu peux connecter à peu près n'importe quoi. Fait que si je comprends bien ce que tu me dis, Sylvain, c'est que tu recommanderais les gens, avant de t'appeler, de parler avec la chaise bleue pour monter les BPM, les processus. Oui. OK, c'est bon, j'aime ça. Je me suis donné une petite plug. On the side, je m'en suis permis une, c'est rare, mais tu sais, souvent, ça arrive avec les intégrateurs ERP qu'on vient qu'à tisser une relation assez serrée parce que c'est une suite logique quand même, là, de la planif, des process optimisés, imaginés, puis après, choisis en fonction de celui qui se rapproche le plus. Je reviens au livre. Successfully Implementing ERP. Oui. Je te permets de me le donner du côté que tu veux, soit les top 5, mettons, des pires erreurs que les gens font, qu'ils ne devraient plus faire, ou les 5 bons coups à faire. Tu as le droit d'aller dans le côté plus soit cynique ou y aller dans le constructif. Tu as le droit d'en donner 3 ou 6. Ouais, tu as le droit, là, c'est pas grave, mais... Ouais, une des erreurs les plus significatives, puis je te donne une anecdote pour la soutenir. Je m'en vais aux États pour un mandat. On me dit, Sylvain, tu veux-tu venir faire le projet? C'est 4-5 mois. C'est à temps plein, là. C'est à toutes les semaines. C'est avion lundi, jeudi, jeudi. Mais écoute, ça va juste durer 4-5 mois. J'arrive là-bas, première semaine, je fais le tour de la place. C'est une compagnie qui s'est détachée de R.J. Reynolds, qui imprime, tu sais, fait qu'ils imprimaient les paquets de cigarettes, l'aluminium, tout ça. Fait qu'ils ont une usine qui fabrique de l'aluminium, une fonderie. Ils ont 2 unités d'affaires qui gèrent les cylindres d'impression. Okay. Ils ont deux compagnies d'imprimerie. Fait que c'est un peu comme implanter 5 business. C'est 5 modèles d'affaires différents. C'est ça que je me disais un peu. Mettons les 2 imprimeries, les 2 gestions de cylindres, puis la fonderie, c'est comme 3 modèles d'affaires. Ouais. Ça a beau être tout du manufacturier puis du process, il reste que... Totalement différent un par l'autre. C'est comme implanter 5 business en 5 mois. Là, c'est complètement fou. Donc, ça s'est pas fait comme ça. On s'est arraché le cœur. On a réussi à aller live en 9 mois. Mais en full time là-bas, ça a failli me coûter un mariage. Mais au final, la leçon, c'est que ce que je vois souvent, c'est qu'on sous-estime la charge de travail, le défi que ça représente d'implanter un ERP. Je vais rajouter à ta page 103 de ton livre, c'est marqué Control Time. Time is more valuable than money. Oui. You can get more money, but you cannot get more time. Jim Rohn. Mais tu sais, je veux dire, tu supportes quand même ton livre en parlant. Je trouve ça intéressant. Continue, excuse. Oui, donc ça, c'est un des premiers points que je trouve qui, des fois, peut être très dangereux. Tu sais. Pourquoi? Sous-estimer le temps, là. Oui, le temps que ça prend, l'investissement pour le client, parce que nous, on pourrait arriver là puis tout faire de A à Z. Puis quand on s'en va, ils sont démunis. On a beau rester en relation avec eux, on a beau les soutenir. Ce qu'on veut faire, c'est un transfert de connaissances. On veut équiper les super utilisateurs qui deviennent la ligne de front, les premiers contactés lors d'un enjeu. On veut que ces gens-là puissent former le reste des employés. C'est l'assimilation des compétences par ces gens-là qui prend le plus de temps. Tu sais, si on ne le fait pas en 4, il faut le faire en 9 mois. Ça leur prend de l'effort à eux, ça leur prend beaucoup d'investissement. OK. Right? Donc ça, c'est un gros défi. Il ne faut pas le sous-estimer. Autre point... Est-ce que c'est une job de vente, des fois, pendant que tu intègres un RP? Tu sais, souvent, une des définitions de la vente, moi, je trouve, c'est donner envie au client de faire un effort pour toi. Fait que tu t'en vas y implanter un RP, tu viens de le dire, ça demande un effort, là. Tu es dans tes pantoufles, des fois, depuis 15 ans, dans la même chose, puis là, je change ton outil, je change tes mesures de la performance, des fois, je change tes interfaces de travail. C'est un effort énorme de la part des gens. Puis, avant qu'on aille à l'autre point, je veux juste voir... Comment est-ce que vous gérez ça, ce changement-là chez les gens, chez Vokesso? Avez-vous développé des façons de faire? Comment est-ce que tu accompagnes ton client dans cette gestion-là du changement, si c'est ça qui est le paisseur principal pour allonger le temps d'implantation?
Oui, c'est un bon segue au deuxième point. Effectivement, j'allais là. C'est la gestion de changement, je pense, qui est aussi un grand défi. Il y a des projets qui n'ont pas réussi dernièrement. Pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'on s'est rendu compte que la gestion de changement n'avait pas été adressée. Nous, originalement, on est des intégrateurs. Fait qu'on dit aux clients, on peut vous soutenir un petit peu en gestion de changement, mais on n'est pas des spécialistes. OK. Mais on peut vous aider. Toutefois, je pense que la meilleure approche, puis c'est ce qu'on risque de faire aussi dans l'avenir, c'est de recommander des spécialistes, des gens qui sont capables de mieux accompagner le client en gestion de changement. Alors, une fois que le client dit on va travailler avec Vocasso, on va implanter Business Central, avez-vous pensé à cet aspect-là? Voici des gens qu'on connaît qui pourraient vous soutenir. Parce que ça, c'est l'autre enjeu. L'acceptation de la nouvelle technologie. Mm-hmm. On a fait un projet dernièrement où le sponsor, l'ambassadeur du projet à l'interne, avait une résistance à utiliser Business Central. C'est lui le leader dans place. Dans son là. département. Fait que là, tu te dis, comment est-ce que je peux motiver le reste de mon équipe à travailler très fort pour s'adapter, à accepter le nouvel outil? Si au top, en fait, down, ça le fait pas. Là. Je vais jouer mon rôle de chaise bleue. Ce projet-là n'aurait même pas dû partir. C'est ça la réalité. Là. Ce projet-là aurait dû être en attente tant aussi longtemps que le pilote ou le promoteur là, soit prêt. Sinon, tu me parles des perspectives de succès, là, Ben. Les perspectives de succès. Avez-vous réussi quand même dans cette perspective d'insuccès-là? On était rendu à 90%. Puis la plug a été tirée. J'ai l'impression que je connais le projet. Ça se peut. Je vais pas y nommer. On veut pas de nom ici. Là. Tout de suite, je le dis à Ben, c'est correct. Ça peut se couper au montage. Puis, non, dis-les pas pareil. On fait pas ça. On apprend de ça, c'est intéressant. Puis tu m'as apporté au deuxième segue sur la gestion du changement. Je t'ai amené là, mais tu es allé là toi aussi. Oui. Question super de base. Puis je me mets dans la peau d'un propriétaire d'usine manufacturière, un directeur de production qui est là depuis X nombre d'années. Il est allé à l'université, mettons, dans les années 90. Ça n'existait pas, la gestion du changement. Ouais. Tu la vis, t'accompagnes à haut niveau, sans que tu sois un chirurgien spécialiste de ça, des clients là-dedans. Quelle est ta définition? C'est quoi ça de la gestion du changement? Tu sais, mettons, tu reviens au jeu de base. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dans ton expérience, la gestion du changement? Rendons ça accessible à tout le monde, parce que c'est un buzzword. Tu sais, des fois, il y en a qui utilisent des buzzwords pour la vente et ainsi de suite, mais rough, c'est quoi à la base? Oui, je te dirais que si on veut mettre ça bien simple, c'est d'impliquer les gens le plus tôt possible dans le processus. Que les gens soient familiarisés avec pourquoi on veut changer notre système de gestion. Fait que c'est avant l'achat. Même avant l'achat, autant possible. C'est bon. Quels sont nos objectifs? Où on s'en va avec ça? Alignement avec la stratégie d'affaires. Totalement. OK. Mais il faut que les gens, parce que tu ne peux pas non plus demander à 150 employés de décider ensemble quel logiciel on va prendre. Tu n'auras jamais de consensus. Oublie ça. C'est impossible. Non. Mais si les gens comprennent pourquoi on le fait, quels sont les objectifs visés, puis qui sont informés dès le début et pendant l'implantation de ce qui se passe, tout ça, tu vas avoir plus de facilité à avoir de l'acceptabilité. C'est sûr que ce ne sera pas tout le monde. Tu vas tout le temps avoir des gens qui vont se buter, qui ne voudront pas. C'est un peu normal. Puis même d'ailleurs, tu ne mets pas ton effort sur ces gens-là, tu laisses les autres qui veulent embarquer avec toi, tu laisses eux devenir un peu tes ambassadeurs, puis les gens qui vont convaincre les autres au fil du temps. C'est comme la courbe de deuil ou d'acceptation. D'accepter les nouvelles technologies. La courbe de l'adoption, early adopter. Au début, tu travailles avec ceux qui sont bien excités, bien engagés, là, comme généralement tes super utilisateurs. Puis les gens à l'interne, ils ont leur travail à faire aussi pour amener tout le monde. Laisse ces gens-là contaminer le reste de l'équipe avec leur enthousiasme, puis ce que tu changes par la suite. Dernière question là-dessus, on passe à un autre sujet après, mais est-ce que tu as, puis tu n'es pas obligé de nommer le nom de client, puis ça, je respecte ça à fond, mais est-ce que tu as un client qui l'a vraiment bien géré, sa gestion du changement, puis une histoire de qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Y a-t-il un cas d'un client que tu as en tête, tu dis, lui, là, il était vraiment hot à ce niveau-là, puis c'est ça qu'ils ont fait concrètement? Oui, c'est une bonne question. Oui, j'en ai un que j'ai implanté moi-même, d'ailleurs. On avait une petite équipe d'implantation là-bas. J'étais comme le principal consultant, si tu veux. C'est en 2013, là, première année comme partenaire. Quand même, OK. Et puis, tu vois, quand j'ai fait la démo là-bas, j'avais beaucoup d'intervenants en démo. J'avais une salle de conférence bien pleine.
Chez le client, tu chez parles. le client, Là. OK. là-bas physiquement. Ça, c'est Aujourd'hui, le on fun. fait beaucoup du Teams, mais à l'époque, on se déplaçait. On perdait beaucoup de temps d'ailleurs. Et puis, dans cette salle-là, il y avait tous les directeurs, il y avait des utilisateurs, les utilisateurs clés. Et puis, déjà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme processus avant que j'arrive, mais depuis le moment où je suis arrivé là, au jour 1, j'ai vu quand même une implication de beaucoup de personnes. Après ça, ça a été beaucoup la VP Finance qui drivait tout ça, là, qui C'est un était classique, ça. c'est un classique. Mais on a travaillé très, très fort pour garder un peu tout le monde impliqué. Sans dire que c'est une réussite textbook qui devrait devenir un cas d'université, là, c'est pas ça, mais ça a été un projet réussi. Et puis, ouais, un peu tous les directeurs étaient sollicités, puis on essayait de ne pas lâcher le morceau, puis garder tout le monde impliqué de manière ou d'une autre. OK. Possible. Ah, ben j'adore ça. Bien, on va se diriger vers ton livre. Oui. D'où ça vient? C'est où on peut se le procurer? Pourquoi tu as écrit ça? Comment c'est un parcours, quelqu'un comme toi réussit à produire un ouvrage? Puis, tu sais, c'est quand même... je le feuille depuis tantôt, puis je trouve ça intéressant. C'est le processus complet, corrige-moi, entre la décision pourquoi je veux un RP, comment je fais mon RFQ, mon cahier de charge, comment je démarre mon projet, comment je le maintiens, puis comment je regarde vers l'avenir. C'est à peu près ça. Mais comment tu es arrivé à cette conclusion-là de dire, moi, j'écris un livre, là, c'est bien? Bon, dans un premier temps, je te dirais que j'aime écrire, ça aide. Mais dans le travail que je fais maintenant en pré-vente, beaucoup, il y a beaucoup d'éducation. Ah, clairement. Parce que les gens qui implantent pour la première fois ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent, sont extrêmement insécures, anxieux, ne comprennent pas notre jargon. Ça m'arrivait souvent de parler d'un RFP, c'est quoi ça? Ouais. OK, donc... Puis ils espèrent plus jamais revivre ça toute leur vie, là. oui. C'est un peu comme un divorce à l'envers. Et finalement... j'ai rencontré un gars qui avait écrit un bouquin, lui aussi, à un moment donné, puis il dit, écoute, Sylvain, il dit, ça fait plus que 7 ans que tu fais ça. Ah ouais, écoute, je t'ai rendu à 14, là, même 20. Ben, tu es un expert. Fait que tu pourrais devenir un talk leader là-dedans. Partager là, ton puis... expérience, puis dit, écrire un bouquin, ça va te donner une notoriété, ça va te permettre de faire grandir ta business. Et c'est une super belle carte d'affaires. Fait que j'ai écrit la première édition avec cette approche-là. OK. J'ai eu du plaisir quand même à le faire. Quelle année, ça? Première édition, déjà là? La première édition, 2018-19 à peu près. Ah, quand même, OK. Ouais. Un bon petit bout, là. Oui, quand même. Et bon, par la suite, j'ai réalisé que, wow, ça pourrait être encore mieux. Tu sais, je pourrais ajouter du contenu, je pourrais faire mieux. Si je le refaisais une autre fois, là, ce serait meilleur. Puis il y a ma fibre enseignant, veut pas, là, qui là-dedans, qui vient jouer. C'est sûr là. que ça l'aide, C'est ça. clair, Ben là. oui, ben oui. Donc, pour essayer de se faire connaître un petit peu plus localement, mais aussi aux États-Unis, j'ai mandaté Leaders Press il y a 2 ans pour me publier aux États-Unis. J'ai refait complètement la 2e édition. Puis c'est pas du shadow writer qu'eux autres, ils ont du monde. Là. Ils te passent en entrevue puis ils écrivent le texte pour toi. Là. C'est vraiment moi qui ai tout écrit de la première à la dernière page, sauf la préface de James, mon copain James, qui est à l'ETS, là, qui a écrit ma préface. C'est James qui... Ouais, j'ai comme un drôle de blanc, là, ça m'arrive à mon âge. James Lapalme. Ah, okay. James Lapalme. Ouais, salut James. Il y a du monde qui le connaît, c'est sûr. James a déjà animé un off-site de GLM. À début de croissance de notre entreprise, on l'a amené. T'étais là, toi? Ouais. Étais-tu là? C'était-tu le off-site qu'on est allé? C'était à Beaumont, celui-là. J'étais pas là, j'étais pas là, c'est pour ça que j'étais. Ouais, non. On était une vingtaine dans un chalet là, dans les débuts là, de GLM. Là, puis c'était tellement drôle. Là, ils nous faisaient faire des travaux, les actionnaires à l'époque. Puis on avait des pages blanches tellement qu'on n'était pas habitué de répondre à des questions comme ça. Puis lui, il est beaucoup dans l'innovation verte. Là. On comprenait pas ce qu'il voulait, mais avec le temps, à un moment donné, tu apprends à. Il donnait des exemples. J'étais, mais de quoi tu parles, James? C'est pas intéressant, mais finalement, aujourd'hui, j'ai tout mon chapeau à James. Mais je te ramène à version 2 du livre. Oui, donc, est-ce que c'est mission accomplie? Je suis fier du résultat. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, toutefois, pour me faire connaître et faire connaître le bouquin. Okay. Marketing et autres. Oui. On va essayer. Je ne l'ai pas lu, on ne l'a pas lu, mais je suis intéressé à passer au travers. Là. Les chapitres sont courts, il y a des take-aways. Parce qu'un exécutif, ça a été écrit pour les propriétaires d'entreprise, les dirigeants qui font ça pour la première fois puis qui veulent se mettre dans le bain un peu. Fait que tu as un sujet en particulier, tu peux sauter direct au chapitre, tu lis le take-away, couple de paragraphes, c'est pas long. Là. Ah, tu l'as fait en fin de chapitre, key take-away du chapitre? Au début.
Ah, ça, c'est hot! J'adore ça. Comme plein de livres de business qu'on lit tout un peu, c'est ça, t'as les shortcuts résumés, key takeaway. Tu sais, il y a un petit début, chapitre 1, c'est de la prose, là. J'ai ajouté ça pour m'amuser. Mais c'est vraiment à la fois une approche un peu académique sans être universitaire, là. James m'a d'ailleurs dit que mon livre à l'université, ça passera pas. Okay, non, OK, c'est correct, mais c'est pas ça le but à l'université, là. Non. Mais en même temps, tu connais ton personnage. C'est un livre qui peut être un livre de référence. Okay. Tu te souviens pas de quelque chose, tu y vas vite. Tu fais-tu un peu comme, je pense que c'est Jack Enfield qui écrit les livres, c'est toi, Ben, qui nous disait ça, qui relate beaucoup les histoires des autres alentours. Est-ce qu'il y en a des histoires là-dedans? Oui. Avec des noms de clients? Non. Fictifs? Mais je parle de cas réels. Dans chaque chapitre, j'ai ce qu'on appelle la section Case Study. OK. C'est presque 100% des cas réels que j'ai vécu en implantation, que j'ai vu, vécu, expérimenté, les enjeux. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai inventés, là, mais c'est presque tous des vrais événements que je relate. Très hot, ça. Même le chapitre 1, qui est une prose, c'est du fictif, mais ça se passe quelque part où je suis déjà allé. OK. Ah, mais quand même. Ça, c'est le bout de fun, c'est l'histoire. Non, mais moi, je suis curieux, puis j'ai une dernière question, j'arrête après, Ben, je te laisse aller. Moi, c'est le premier podcast que je fais du salon, puis j'aime ça, être curieux, poser des questions. Moi, je te le conseille, je pense, après autant de temps dans le domaine de ERP, qu'on peut considérer que tu es un expert du ERP. Tu t'intéresses à ce monde-là, ça a été ta carrière professionnelle, qui a peut-être pu coûter un divorce éventuellement m'amener, mais moi, je veux savoir... Quel est l'avenir du logiciel ERP? Tu y as baigné dedans pendant 14-20 ans, je ne sais pas, un bon bout de temps pareil. Qu'est-ce que tu vois qui va changer dans les 5 prochaines années, ou peut-être 10, tu vas me dire, mais comment le monde ERP va évoluer dans le futur selon toi, avec ce que tu vois aller? Tu dois participer à des conférences de grands éditeurs de logiciels ERP. Microsoft, principalement. Ben, c'est ça. Mais des fois, tu vas t'inspirer ailleurs un peu en espion, voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, mais ça s'en va où, l'industrie? Bon, dans un premier temps, actuellement, je pense qu'on assiste à la démocratisation des ERP. Une pression à la baisse des prix des licences, des prix des solutions. Les barrières à l'entrée, elle explose un peu. Là. Ben, avec le cloud, tu peux prendre Business Central, qui est une deuxième strate, à 1 ou 2 utilisateurs par mois, puis tout à coup, tu run BC. Alors qu'il y a 10 ans, il fallait que tu achètes un minimum package avec 3 licences, puis ça coûtait quand même plusieurs milliers de dollars. Il y a des entreprises qui ne pouvaient pas se le permettre, il n'y avait pas encore assez de budget. Alors qu'aujourd'hui, tu peux travailler avec une licence dans un environnement comme BC. La frontière entre les premières, deuxième, troisième strates se brouille. De plus en plus encore. De plus en plus. On va bider sur un projet, puis on a des troisième strates qui compétitionnent les deux, ou bien la 1 avec la 2 qui se mélange. FNO avec BC sur le même compte. Comme, ben oui, ça se peut. Okay. Parce que l'évolution aussi des logiciels qui s'améliorent tous. Il y a des investissements qui se poursuivent. Donc, de plus en plus, les logiciels ont de la profondeur fonctionnelle. Donc, ça, c'est le contexte ou le constat que je fais aujourd'hui. Ça, c'est le constat actuel, mais ma question, je te projette. J'y vais, là. OK, c'est beau. On s'en va où avec ça? Ouais. Moi, je pense que qu'est-ce qui risque d'arriver avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'automatisation dans les solutions. Et quand je parle d'automatisation, je ne parle pas juste qu'on va avoir l'IA qui va nous aider à faire nos projections de vente ou à anticiper les demandes en matière avec le MRP. Là, ça va venir améliorer, mettons, le traitement d'un MRP, Materials Requirement Planning, pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter quand? Oui. Puis qu'est-ce que je dois fabriquer à quel moment? Oui, l'IA va nous aider là-dedans, mais l'IA, je pense, va nous aider à configurer le système, à l'implanter plus vite. OK, À coder pour nous autres un peu aussi. Là. Tu sais, OK, j'ai besoin d'une fonction qui va faire telle affaire. Tu vas demander à l'IA de te générer la fonction, tu vas la corriger un peu. Tu vas l'insérer dans ton code, tu vas sauver du temps. Tu sais. Ce matin, j'étais en démo. Moi, j'utilise pour gérer. J'aide 16 associations au Québec. Puis c'est même pas c'est pas GLM qui fait ça. Là, c'est notre pro bono avec le Manufacture.Québec. Avec la plateforme Yapla, qui est une plateforme de Montréal, là, il y a 60 000 utilisateurs dans le monde. C'est fait à Montréal. C'est malade. Là, c'est de la licence, pareil. Là. Puis ils ont sorti un module un matin. Je le testais. Là. Il t'aide à intégrer le texte. C'est exactement ce que tu as dit. C'est débile, là. Avant, il fallait t'appeler avec quelqu'un qui était intégrateur. Là, tu jases comme sur ChatGPT. Bon, maintenant, j'ai rentré mes bases clients. OK, quel est votre tarif? La procédure est interactive avec toi. Puis, tu peux poser des questions hors champ, là, puis il te répond. Puis il te montre des procédures. C'est pas encore parfait. Je capotais. C'est une entrée en matière. Je pense qu'on va encore en avoir besoin de développeurs puis de consultants parce qu'on travaille avec des gens aussi. Ouais. Puis bon,
il faut comprendre les processus, il faut comprendre la business, tout ça. Ouais. Mais la job de bras, il va en avoir moins. Ça va être la job de cerveau qu'on va faire plus. Est-ce que ça va coûter moins cher d'implanter? Attends, on sort de là. Là, on s'en Moi, va ailleurs. je trippe là-dessus, je te le dis. Je jaserai en dehors parce que le temps correct. avance. Vas-y. Sylvain, toi, au quotidien, là, qu'est-ce que tu fais comme activité? Es-tu tout le temps devant ton ordi ou tu es un sportif, tu prends des marches ou tu es un chasseur, un pêcheur, un voyageur? Ah oui, a day in the life. Je commence généralement, quand je ne suis pas trop brûlé, ma journée avec une marche, un entraînement. Et puis après ça, je m'assieds devant le bureau. Moi, je suis un gars qui fait du 9 à 5 steady. Là, genre, je suis très structuré, fait que 9 à 12, je recommence à 1 heure, whatever. Et puis, je gère la business, je fais tous mes suivis de pré-vente, j'organise mes démos, je prépare mes scripts, etc., la documentation, le contenu marketing sur notre site web, les blogs que je sors, une citation mensuelle. Il y a un paquet d'activités que j'ai réussi à intégrer dans ma routine depuis une couple d'années. C'est un peu tout ça que je fais dans la journée. Ça implique aussi, bien sûr, des réunions avec mon équipe, m'assurer que mes gars ils prennent les bonnes décisions, Michel, ils font les bonnes choses. on part marcher ensemble. Ouais. On s'en va marcher ensemble un matin. Nick est avec nous autres. On s'assied sur un banc de parc. On trouve une baguette à terre. Moi, une baguette magique. Là, je trippe. Je dis, wow, je vais pouvoir faire un vœu. Puis je suis tellement généreux qu'en plus, j'ai un partner. Je la donne à Nicolas. Fais un vœu, Nicolas. Mais là, on a tellement un bon invité que je me disais, je vais tellement être généreux que je te la remets, Sylvain, cette baguette-là. Là, j'ai une baguette magique. Il faut que je. Dans les mains à toi. J'ai un vœu à faire. Ouais. Pour ton organisation. Dans l'intérêt supérieur de ton organisation, qu'est-ce que tu fais? Si je pense à Vokesso, principalement, je branle cette baguette-là et je veux instantanément que les gens qu'on croise, qu'on rencontre, nos prospects, comprennent l'engagement de l'équipe, qu'ils nous fassent confiance, puis qu'ils puissent prendre la mesure de qui on est. Ça fait bizarre comme réponse, là, mais... C'est quoi ça, la mesure de qui on est? Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas un vendeur, je ne me considère pas un vendeur. Je suis un consultant de pré-vente, je suis un ancien consultant. On travaille beaucoup avec une relation étroite avec nos partenaires, avec nos clients. On est une petite équipe d'une quinzaine. J'aimerais ça qu'on soit une trentaine. Là. Ça sera un vœu. Oui, pour Vokesso. Qu'on a encore plus de profondeur dans l'équipe, qu'on a encore plus des rôles plus précis, parce que là, un peu tout le monde des porte plein de spécialistes. Oui, c'est ça. Ça nous donne beaucoup de versatilité, d'adaptabilité, puis on a des gens très qualifiés grâce à ça. Mais en même temps, des fois, ça amène des défis. J'aimerais ça grossir un peu l'organisation, mais j'aimerais ça aussi, dans le fond, aller chercher de la notoriété. Tu sais, fondamentalement, c'est ça. Que les gens disent, wow, Vokesso, on les connaît, ils ont une belle réputation, ils font une bonne job. Puis le fondateur, il a écrit un livre. Oui, mais pourquoi c'est important? C'est aussi parce que moi, pendant que je travaillais aux États-Unis dans les années 2000, je n'étais pas à Montréal. J'ai pas beaucoup de contacts. Le réseau, il ne s'est pas bâti pas ici. Pas de la même façon. Vous autres, vous connaissez plein de monde un peu partout, dirigeants de tel business, oui, lui, on le connaît, etc. Il y a des compagnies qui sont connues parce qu'ils sont là depuis 30 ans. On n'a pas encore ça. Cette reconnaissance-là. Je pense que ça serait vraiment un gros plus pour nous quand on rencontre des prospects, que les prospects puissent savoir que oui, Vokesso, ils font la job. Un beau vœu, ça, là. On n'est pas rendu là encore. C'est quand même quelque chose. C'est un très beau vœu. Ouais. J'adore ça. C'est genre, j'aimerais ça, pas faire d'efforts pour obtenir de quoi, mais c'est pas comme dit André, un seul ceux qui sortent s'en sortent. Et voilà, il faut sortir, venir au salon ici, faire des émissions de radio, s'amuser. On commence avec ça. Au moins, il y a des gens dans le manufacturier qui vont te connaître. Moi, j'ai le podcast. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question, par contre. Puis, tu sais, tantôt, j'étais parti sur une belle lignée. On parlait du futur un peu. Ouais. Où s'en va le monde du ERP. Puis j'adore l'idée que tu m'as sortie, que l'AI, non seulement opération, mais va nous aider dans l'intégration, puis l'adaptation et tout. Puis, tu sais, tu dois t'inspirer en écoutant soit des podcasts, des conférences, lire des livres, une vidéo, tu sais, des gens dans le monde de la tech qui t'inspirent un peu. Tu sais, si on avait l'opportunité, mettons, on dit à Benoît, là, fais de la place un peu, là, puis on a assis une 4e personne avec nous dans le podcast live. C'est qui que tu aimerais inviter avec nous? C'est pas obligé de connaître la personne, tu peux le connaître aussi ou pas, mais qui c'est qu'on invite pour parler de la technologie puis d'où s'en va le monde des entreprises en lien avec la productivité, la tech, l'IA, peu importe? Ouais, idéalement, ça ne serait même pas un gars de TI que je voudrais asseoir là, ça serait un gars de leadership, mais ça, c'est un autre discussion. T'as le droit, tu peux choisir qui tu veux. Parce que mon gros dada, là, étonnamment, aujourd'hui, c'est pas de m'imbiber de technologie à longueur de journée, c'est de travailler sur l'aspect humain
psychologique, le leadership. J'ai monté un programme de leadership pour mon équipe. Au début, c'était pour mes superviseurs, puis finalement, tout le monde est passé dans la moulinette. Et je lis énormément des bouquins de croissance personnelle, de leadership. Je te ramène à ma question, on invite qui? Je pense qu'on pourrait inviter Adam Grant. OK. La première fois qu'on l'entend sur le podcast. Ouais, je trouve ça drôle. C'est quoi la question que tu lui poserais? Ben, en fait, lui, c'est un PhD qui consacre sa vie à l'entreprise, à l'organisation, aux relations. Tu sais, c'est un genre de Simon Sinek, là, si lui, vous le connaissez. On le connaît bien. Lui, il a écrit, Adam Grant, entre autres, un bouquin qui s'appelle Give or Take. Okay. J'ai trippé beaucoup. Il expliquait qu'il y a 3 styles de réciprocité. Et puis, tu as les takers, les matchers, puis les givers. Oui. Puis les givers, puis ils donnent des exemples, puis il y a des études qui appuient tout ça. C'est des gens qui pensent beaucoup aux autres, qui aident beaucoup les autres autour d'eux. Puis ça leur revient toujours éventuellement, puis ils ont plus de succès. Mais c'est pas le thinking qu'on a. Souvent, tu as des takers qui vont prendre ce qu'ils en prennent, puis après ça, ils passent au suivant, puis ils brisent les ponts. Oui. Parce que souvent, ces entreprises-là ferment. Oui. Puis les matchers, parce que ça, on le voit beaucoup en business, tu vas te rendre un petit service, tu vas me rendre un petit service, fait que je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Give and take. Ça, c'est un réflexe aussi qu'on a assez naturel. Mais les givers, ils ressortent du lot. Fait que moi, si j'assis Adam Grant à côté, là, j'ai dit, Adam, parle-moi de choses que tu as vues, vécues en entreprise. Comment je peux améliorer ma business une fois que j'ai expliqué tout ce que j'ai déjà fait. Là. Comment je peux aller plus loin comme leader personnellement, mais aussi aider ma business dans sa croissance. Là, j'ai recherché la mine d'or que ce gars-là a dans la tête. Là. Alors, ça, c'est clair. Excellente question. Si on a l'opportunité d'inviter M. Grant éventuellement sur le podcast, on pourra relayer en record cette question-là. Écoute, Sylvain, un gros merci de t'être prêté au jeu. Une question. Ah, vas-y. Celle de l'inspecteur de police. OK, t'as le droit. Vas-y, je te laisse. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas encore qu'on devrait savoir sur toi ou ton entreprise? C'est quoi qu'est-ce que je sais pas encore que je devrais savoir? Nos 4 valeurs corporatives, je pense. OK. Oui, on en parle. Oui, on essaie de... Mais on n'a pas parlé là dans le podcast comme tel. Parfait, c'est quoi? Ouais. Dans Alors, compétences. Oui. Des fois, j'ai de la misère à me rappeler des 4, même si ça fait longtemps qu'on en parle. C'est toi qui m'as amené là. Je le sais. J'ai pris un risque. Assume-toi. On va le couper au montage. Compétences, leadership. On est customer-centric. Je les donne dans mes mots. Là. C'est correct. L'orientation client, super important. Oui. Et puis, tu vois, la 4e, c'est surpasser nos limites. Parce qu'on est dans un domaine où on n'a pas le choix de continuer d'apprendre tout le temps. Fait que, pas seulement technologiquement. C'est une croissance d'entreprise, pas seulement financière. C'est une croissance personnelle et professionnelle. Fait que ça, là, c'est vraiment dépasser les limites. C'est beau, ça pareil, là. Tu veux vraiment que les gens, ton équipe, grandissent dans l'entreprise, mais autant sur le plan personnel que professionnel, puis créer quelque chose. Tu sais quoi? C'est que si je donne mes 4 valeurs à un prospect, puis il trouve ça trippant, on part qu'un bon fit. Déjà, ça l'aide, là, pas mal. S'il trouve que c'est du psychobabble, peut-être que c'est pas le meilleur client pour nous autres. C'est souvent, la raison d'être des valeurs, c'est de dicter tes décisions au day-to-day en fonction de ces valeurs-là. Fait que moi, c'est sûr que c'est des belles valeurs qui me rejoignent. Écoute, Sylvain, un gros merci de t'être prêté au jeu du podcast de la chaise bleue. Espérons que ça ira mousser les ventes du livre. Les ventes du livre, en tout cas, moi, je serais intéressé d'en lire une copie. C'est où que les gens peuvent se procurer, hein? Amazon? Oui, sur Amazon, sur Kobo. J'ai un site web, erphelp.co. Ah, c'est bon, ça. Là, tu as plusieurs liens. Okay. Il y a aussi, pour ceux qui vont chercher le bouquin, la possibilité de télécharger un paquet de documents pour soutenir un processus de sélection, entre autres, des freebies, des cadeaux qui sont disponibles. Excellent. On mettra au bas de l'écran, dans le fond, les liens vers les sites web. Écoute, un gros merci, Sylvain. C'était un honneur. Merci, Sylvain. Ça m'a fait vraiment plaisir. Messieurs, merci de l'invitation.